Il a 90 ans. Il a arrêté de travailler vers 78. Et au plus il avance, au plus il a de sales idées en tête. Là, son suicide est un faux suicide. Vous avez la preuve? Oui, oui, j'ai le papier qu'il a laissé. Il a déplié le papier, il l'a regardé, il a dit bon, je vais conserver ça. Je vais envoyer votre beau-père dans un autre service. De là, il faudra le faire rentrer dans une maison. J'ai des adresses. Ce qu'il faut, c'est effectivement, quittant l'hôpital, il ne revienne pas chez lui. Il passe directement dans la pension. D'accord, me dit-il, je fais le nécessaire. Le lendemain, j'appris que mon beau-père avait été transféré dans un autre hôpital, et non pas dans un autre service. Et dans l'hôpital où il était, c'était le service des psychiatriques, ce qui était une connerie. J'ai essayé avec Cécile, qui était venue me rejoindre à Paris, de voir le psychiatre de service. Une ordure. Il a immédiatement rendu Cécile responsable de tout ce qui était arrivé, disant « Votre père est un brave type, il faut le prendre avec vous ». Je lui ai dit « Mais c'est pas du tout ça qu'on veut faire » et lui-même, il n'est plus du tout décidé à faire ça. Chaque fois qu'on le prend chez nous, au bout de 8 jours, il veut refoutre le camp. Donc il n'est pas question de faire ça. Il est question de le faire rentrer dans une pension. Et dans cette pension-là, pension libre, pas pension où il sera tenu dans un lit, non, non. Il aura sa chambre, il aura son confort, ses commodités. Voilà ce qu'il aura. C'est comme ça que ça doit se terminer pour lui. Plus tard, dans 1 an, 2 ans, je sais pas, quand il sera cassé le col du fémur ou qu'il aura une attaque, on verra. Mais pour le moment, voilà comment il faut faire. Ah bah si vous avez une pension, c'est possible, moi j'en ai pas. Je ne peux faire qu'une chose, c'est l'envoyer dans un autre service. Ce que je veux, c'est que vous nous le rendiez. Non, ça je ne peux pas. Alors vous allez l'envoyer où? Je l'envoie dans un hôpital spécialisé. Lequel? Sainte-Anne. Ah, le salaud. Mon beau-père était emporté à Sainte-Anne. Arrivé là-bas, interrogatoire et discussion. Heureusement, j'étais là. Cécile essayait de calmer son père qui, lui, sentait la poudre. Il disait « Qu'est-ce qu'on veut faire de moi? Ne les laissez pas faire ce qu'ils veulent avec moi. Ma fille, je suis prêt à aller dans une pension. » Là, ça y est, ça commence à travailler. « J'irai où tu voudras, je ne veux pas rester dans un hôpital. Là, hier, ils m'ont transporté de l'autre à celui où tu es venu me voir. Ce n'était que des fous. Je ne suis pas encore fou. Je ne veux pas devenir fou. Je vais devenir fou si je reste avec eux. J'ai toujours été tout seul, je ne veux plus être tout seul. Il ne faut pas me laisser. Je ne veux pas aller chez toi, je ne peux pas rester chez toi. C'est trop isolé, c'est pas bien, puis je ne serai pas bien pour toi. Ma fille, ne me laisse pas tomber. Ma fille, je t'en prie, maman, maman. » Et il parlait en yiddish avec sa fille. Il n'y a personne qui était devant nous qui entendait ça. Demandait, mais vous avez un endroit où le mettre? Il n'est pas, mais il n'a rien. Il a essayé de faire une chose, mais il ne l'a même pas faite complètement. Nous parlions depuis déjà quelque temps tous les deux. Vous ne pouviez pas rester tout seul. Il a fini par l'admettre, mais l'admettre à sa façon. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est dit, si j'en prends que 2, je vais quand même mourir, et puis sinon, ils m'emmèneront dans une pension. Il a tenté le dernier coup. C'était un peu le banco. Moi, je vois ça comme ça. J'ai la pension. Nous savons où l'emmener. Alors, si vous savez où l'emmener, il faut l'emmener. Mais c'est qu'on ne veut pas le laisser quand il est entre les griffes d'un hôpital. C'est pas possible de sortir un type. Mais je vais vous faire signer une pièce, et puis c'est tout. Vous prenez tous les 2 les enfants de la responsabilité, et vous l'emmenez. Mais moi, je vous signe tout ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, il y avait Jules qui disait « Tu crois que Freddy va y arriver? Tu crois que on va tout de suite ce soir me mettre dans un lit puis que je vais être bien ?» Oui, disait Cécile. Il y aura même un bon potage. Même ce soir, tu pourras parler yiddish avec les autres. On a pris une voiture et puis on est parti. On a roulé. On savait où on allait. On l'attendait. J'avais eu le temps de téléphoner. Il a été accueilli, reçu, plus ou moins bien, plus ou moins mal, je ne sais pas, c'était 8 heures le soir. Sa chambre, il s'est installé là-dedans. Je lui ai dit, voilà, vous y êtes maintenant. Jules est enfin quelque part. Demain matin, vous ne bougez pas, vous aurez votre petit déjeuner. Je vais revenir vous apporter toutes vos affaires. On va faire après tout le travail qu'il faut pour mettre ça en route bien calmement. Vous verrez que vous serez bien, on fera le tour du parc, on ira dans la ville se balader.
C'est petit, mais c'est bien. Il y a un médecin qui vient tous les matins. Là, vous allez être au moins surveillé. Si vous avez mal au ventre, vous direz j'ai mal au ventre. Si vous avez mal à la tête, vous direz j'ai mal à la tête. Il vous donnera tout ce que vous voulez comme pilule. C'est pas beau? Alors, merci Freddy. Ouais. Eh ben, je suis content. Je vous ai entendu dire ça. On verra demain matin. Le lendemain, je suis venu. Pas de parole, pas de problème. Ça va? Oh, ça va. Vous avez dormi? Ouais. Vous avez mangé votre petit déjeuner? Ouais. Et vous êtes sorti un petit peu? Non. Eh ben, vous allez vous habiller, je vous ai amené toutes vos affaires, là. Il y en a plein un placard. Allez, debout. On va faire quelque chose. Une fois habillé, rasé, on est sorti. On a fait un tour dans le parc. Il regardait avec des yeux émerveillés. De temps en temps, il disait, j'ai des triangles qui passent devant mes yeux. C'est beau, c'est plein de couleurs. Oui. Vous verrez, ça sera de plus en plus beau ici. Vous verrez des tas de choses en couleur. Et pourquoi je vois tout ça en couleur? Ah, parce que ça a changé. C'est comme ça quand on est dans une pension. À midi, vous savez ce que vous mangez? Non. Ben justement, on passe, on vous demande qu'est-ce que vous voulez manger. Il y a ça, ça, ça ou ça. Je m'en fous. Je mange tout. Ah ben faites attention, parce que quand vous êtes chez nous à la maison, vous dites pas je mange tout. Vous dites je peux pas tout manger. J'ai mal. Non mais maintenant, ça y est, ça passe. Eh ben c'est bien. Je savais que Jules, sachant qu'il allait payer sa pension, voulait tout bouffer. Il a l'air de devenir gras, peut-être, comme un petit poulet. On a fait le tour du parc, on est allé dehors. On a acheté des journaux, on est revenu. Il s'est allongé. Ça semblait aller, à peu près. On a convenu qu'on se reverrait. Je suis venu le revoir. Je ne voulais pas que Cécile vienne le voir tout de suite. Quand je suis arrivé, il était couché. Il ne me reconnaissait pas tout de suite. Il avait l'air quand même de décliner. Je lui ai demandé, vous avez des bons contacts avec les autres? Je parle à personne. Et pourquoi ne parlez-vous pas aux autres? Je parle à une femme, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal. Mais à les juifs? Non. Ah, vous pourriez au moins parler avec les juifs. Il n'y a que des juifs. Peut-être qu'il n'y a qu'une ou deux qui sont chrétiennes. Elle est chrétienne? Oui. Mais c'est très bien. Mais vous pourriez aussi parler avec les autres. Personne ne parle le yiddish. Mais ce sont tous des juifs qui parlent le yiddish, Jules. Je sais pas. Ben, tout à l'heure, je vais aller en chercher un, puis je vous l'amènerai. Qui vienne pas dans ma chambre. Vous avez tort. Vous avez tort. Je ne comprends pas pourquoi, vous qui avez tellement besoin de parler le yiddish, c'est ce que vous m'avez dit. Maintenant que vous avez la possibilité, voilà que vous ne voulez plus. Il faut jouer un petit peu sur votre caractère. Il faut. Ce que vous mangez, ça va, c'est bon? Je le mange. Vous n'avez pas mauvaise mine, vous savez. Même, on pourrait dire que vous avez une bien meilleure mine que quand vous étiez à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait de l'appartement? Rien. Il est inoccupé, comme je vous avais dit. Quand vous voulez le revoir, je vous y mène. Vous verrez, tout est intact. J'ai seulement rangé un petit peu parce que vous n'aviez pas fait le ménage depuis un bon moment. La vie est ce qu'elle est. Vous ne me demandez pas de nouvelles de Cécile? Oh bon, ça ne l'intéresse pas. Non, c'est pas ça ne l'intéresse pas elle. Je vous demande, vous, des nouvelles de Cécile, je peux vous en donner ou pas? Si vous voulez. Ben j'attends. Je vous dis j'attends. Vous voulez des nouvelles de Cécile? Si vous voulez. Ben Cécile, ça va. Elle est un peu fatiguée parce qu'on est rentré dans l'hiver. Et qu'à chaque fois l'hiver, elle a ses petits problèmes de bronches. Vous vous souvenez qu'elle a été fatiguée, qu'elle a conservé une certaine faiblesse de ce côté-là. Elle me parle de vous. Elle vous a écrit, mais je vois que les lettres sont là, puis que vous ne les avez pas décachetées. Je ne peux plus lire. Ah bon? Mais si vous allez chercher, je ne sais pas moi, un paquet de bonbons ou des gâteaux, vous donnez de l'argent, vous pouvez bien lire les pièces qu'on vous rend. La monnaie, vous la lisez. Oui. Alors vous pourriez lire les lettres de votre fille. Elle écrit trop petit. Ben, je lui dirais d'écrire beaucoup plus gros. Oui. À partir de maintenant, elle écrira beaucoup plus gros. Vous voulez que j'ouvre là les lettres qui sont là d'elle, puis que je vous les lise? Ça revient au même? Non. Comme vous voulez. Le temps a passé. Je suis revenu un jour où il était comme dans une crise. J'étais venu 2 minutes avant. Je lui avais dit, je suis là, mais je vais tout de suite voir l'infirmière.
pour lui dire que je suis là et que peut-être à midi, je déjeunerai avec vous. Je suis revenu à ce moment-là. Est-ce que ma visite éclair, qui l'avait surprise, a mis le feu à je ne sais quelle torche en lui? Une des femmes qui assurait l'entretien des chambres était rentrée. Avec ses 2 poings, il lui tapait sur le visage. Je les ai séparés. La femme a dit non, c'est rien, ça arrive, les vieux ils font ça. Tu es une femme assez jeune. Je lui ai dit écoutez, je ne vous demande pas de l'excuser, êtes-vous sûr qu'il ne vous a pas blessé? Non, non, je n'ai pas été blessé. Il l'a déjà fait? Non, mais il ne faut pas le dire. Ah, si vous ne le dites pas, je vous remercie. Parce que ça serait certainement suffisant pour le faire renvoyer. Oui, oui, ça nous arrive, vous savez. Et puis après, ils sont bien malheureux quand ils sont ailleurs, parce que là, on les met dans des hôpitaux. Oui, je m'en doute. C'est la première fois qu'il fait ça. Non, je vous ai dit, il m'a déjà bousculé. Mais frapper comme il le faisait là, non, là, ça, c'est la première fois. Et les autres vous ont fait ça aussi. Oui, ils l'ont fait à d'autres femmes que moi. Et vous ne vous plaignez jamais, jamais. Parce que si vous le disiez au directeur de l'établissement, il prendrait la décision, ou bien il fermerait les yeux si vous ne portez pas plainte, en fait, c'est ça. Enfin, si vous ne vous plaignez pas. Ah non, non, si on devait le dire, le lendemain, la personne partirait. Et ça, vous n'avez pas envie. Non. On s'habitue un peu à nos hommes ou à nos femmes et on comprend. On comprend ça parce que nous, on voit, ils ne sont pas mal, là. Mais eux, ils n'ont plus leur tête. Même les femmes à côté. La femme avec qui il sort, elle est pareille. Il y a des moments où elle fait tout pour renverser par terre le café que je lui apporte. Alors elle me sonne et elle me dit « Le café est tombé ». C'est pas possible, il n'a pas pu tomber tout seul, vous savez. Mais elle vous attaque jamais. Non, mais elle me bouscule. Ah oui. Et vous croyez que si je lui parle, ça sera mieux? Non, je crois qu'il faut faire comme si vous n'aviez rien vu. Là, il dort. Ça l'a sans doute énormément fatigué. Je le trouve un peu plus faible que la fois précédente. Oui, c'est vrai, il diminue. Je peux vous poser une question puisque vous connaissez bien. Oh, je ne connais pas bien, vous savez. Non, je suis là et maintenant je peux dire que j'aime un peu ce métier-là. C'est un métier, vous savez, c'est pas une spécialité. Je fais le ménage et le service. Pourtant, vous vous exprimez rudement bien. Je devais faire une école d'infirmière et puis j'ai arrêté. J'ai eu un enfant et j'ai pas pu continuer. Alors? Eh bien alors, on s'attache à ces gens-là. Ce sont un peu, non pas des enfants, mais... Non, non, ce ne sont pas des enfants. Ce n'est pas non plus parce qu'on se dit, nous plus tard, non plus. On devine. C'est pas un jeu, c'est pas non plus une vraie devinette. Quand on voit la personne, quand votre beau-père est arrivé, bon, ben, il a remplacé quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti est mort. Il était resté ici 4 ans. Il était moins vieux que votre beau-père. Votre beau-père restera peut-être pas très longtemps. S'il continue à se mettre en colère comme ça, il va perdre toutes ses forces. La colère, ça use, surtout les vieillards. Mais il n'est pas méchant sinon. D'un seul coup, ça le prend. Pas parce qu'il se trouve ici et qu'il voudrait être ailleurs. Non, je ne pense pas. Il se trouve ici et il ne peut plus penser à avant. Je lui ai seulement dit une fois, vous êtes veuf? Et il m'a dit, je sais pas. Il est veuf? Ah, il est veuf depuis longtemps. Il a des enfants puisque vous êtes son gendre. Ouais, il a une fille qui vient pas le voir, qui va venir le voir la prochaine fois. Mais il a des rapports tellement difficiles. Ah, ça m'étonne pas. Bon, bah si ça vous étonne pas, c'est bien. Il a toujours des rapports difficiles avec sa fille. Ils sont tous comme ça, je ne sais pas. Non, je le laisse dormir et je m'en vais. Non, vous restez un peu à côté de lui. Vous vous asseyez là, à côté. Si vous voulez mon conseil, vous lui prenez la main. Il se réveillera. Pas tout de suite, mais il se réveillera. Il sentira qu'on lui tient la main. Je me suis assis près de Jules. Je lui ai pris la main. Je regardais sa main. Il a toujours une belle main, Jules.
2 belles mains. Tout comme il avait une belle bouche, sensuelle, gourmande. Une bouche gourmande pour quelqu'un qui n'a pas eu de vie. Ses yeux étaient beaux. Son nez était un beau nez juif, un beau nez un peu épais. Moi, j'aime bien dessiner les nez. Oui. J'ai déjà dessiné plusieurs fois le nez de mon beau-père. Oui. J'aime bien les nez busqués. Il avait une certaine tendresse par moments, tendresse envers lui-même, mais une tendresse. Avec les chats, il était parfait. Avec les chiennes aussi. Avec les étrangers, il était d'une politesse excessive. C'était pas surfait, c'était à la limite. Belle allure, belle prestance. Il rêvait. Peut-être qu'en rentrant chez lui, après, il se branlait en pensant à la femme. Ouais. Il accumulait les conneries, je venais de découvrir ça. Il se mettait à rencontrer des hommes beaucoup plus jeunes qui lui pompaient son fric. Petit à petit, ses carnets, ses comptes diminuaient à une vitesse vertigineuse. J'avais essayé de lui en parler. Il m'avait dit, ne me parlez jamais de ça, je me suis fait voler. Il m'avait raconté une histoire invraisemblable d'un inspecteur qui était venu, tout ça était faux, j'écoutais pas. Non, il avait rencontré des hommes qui venaient dormir chez lui, dans la chambre de Cécile, l'ancienne chambre de Cécile. Oui, qu'est-ce qu'il foutait avec ces hommes-là? Ou qu'est-ce que les hommes faisaient? Je sais pas. Jamais su. Un peu deviné. Un peu. Il avait envoyé une fois une carte, Jules, à quelqu'un, et puis cette carte lui était revenue. Parce que ce quelqu'un n'était plus là ou était mort. Et il disait dans la carte, il a fallu que j'arrive à mon âge pour rencontrer enfin de bonnes amitiés. J'ai rencontré 2 hommes très jeunes, très gentils, qui viennent chez moi, qui sont avec moi comme personne n'a été. Je suis en train d'avoir une belle vieillesse avec eux. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Des gens l'ont vu, avec ces jeunes, des gens de 30 ans, 35 ans. La tante, la belle-sœur, a reconnu que oui, c'est vrai, elle l'avait aussi croisé dans la rue, il y a longtemps, 1 an. C'était des hommes jeunes avec des grands cheveux, pantalons jaunes, très serrés, petits sacs sur le dos. Il montait avec lui, il redescendait après, quelquefois il dormait. Dans ces moments-là, Jules était souriant. Qu'est-ce qu'il foutait? Bon, en dehors de lui pomper son fric, quel était le plaisir que Jules pouvait tirer de tout ça? Étrange, bizarre, non, peut-être pas. On ne sait pas quand on a 80 ans, 85 ans, quelle jouissance et quelle volupté on va aller chercher. On donne du fric pour un baiser, peut-être. On donne encore un petit peu plus de fric pour se faire doucher, nettoyer, parfumer, je sais pas. Est-ce qu'un vieux va jusqu'au bout de son... Je crois pas. Non, il y avait une tendresse que les autres lui donnaient, que nous ne lui avions pas donnée, mais que personne de nous ne pouvait lui donner. C'était le toucher, il aimait être touché. Il aimait que les toubibs lui mettent un doigt par-ci par-là, particulièrement dans le cul. Oui, c'était Jules. Je regardais encore sa main. Elle était devenue maigre. Il avait ce qu'on appelle des fraises, c'est-à-dire comme des coups, comme des hématomes sur le dessus, mais qui restent là et qui resteraient là tout le temps. Des ongles très grands, bien faits. Il se les soignait encore. Les phalanges se détachaient, tout doucement les unes des autres. Cela faisait des doigts non pas squelettiques, mais très féminins. J'ai retourné la main, j'ai regardé dans la paume. Une paume très soyeuse, très fine. Les lignes n'étaient pas très marquées. C'était une main qui aurait pu être d'une femme, d'un homme aussi. Elle me rappelait un peu celle de Cécile, mais Cécile avait des mains plus ridées. Oui. J'essayais de voir la ligne de sa vie. Pas possible, il aurait fallu que je tourne la main un peu plus et puis que je l'attende. Curieux de savoir si la ligne de sa vie allait encore très loin. Je ramenais la main dans la mienne en regardant son dos, les veines, les tendons. Les mains des vieillards deviennent un peu roses. Il y a même des couleurs fraises ou framboises dedans. Les ongles sont d'un blanc immaculé, comme
mais il n'y a pas de saleté à faire. On dirait qu'ils ont poli ou verni les ongles. Des mains d'artiste, des mains qu'on aurait bien posées sur un piano, un peu courtes pour un piano. Alors, j'aurais plié les doigts et je les aurais mis sur des cordes d'une guitare. Oui, peut-être des mains de guitariste. J'imaginais Jules, une guitare à la main, le pied légèrement relevé, la jambe gauche tenue pour recevoir l'anche de la guitare, la main droite appuyée sur l'autre arrondie, appuyant ses ongles dans les cordes, les tirant. Sa main gauche, elle, tenant sur le manche les cordes. Le pouce en dessous du manche, appuyant et descendant tout doucement, faisant des accords et des barrés. Des accords tout à fait nouveaux. Des accords que, si j'avais une guitare, tout de suite, j'aurais plaqué dessus. J'imaginais Jules jouant une douce musique lituanienne. La musique lituanienne n'existe peut-être pas. Mais pas une musique russe du genre balalaïka, non. Une musique slave, avec dedans une pointe peut-être de Schumann. Avec la tête de Jules bien poussée en avant, son dos bien rond. Quelque chose de voluptueux, justement. Le pied posé sur son extrême pointe. La main a bougé. Tout doucement, puis plus vivement. Et tout à coup, elle a serré la mienne. Je l'ai regardé. Il a dit une nouvelle fois « Maman ». Je lui ai dit « Non, ce n'est pas maman. C'est Freddy. Freddy. J'ai été malade ? Non, pas du tout. Rien, vous vous reposiez. J'étais là. Vous vous êtes reposé très longtemps. Je vais rester avec vous encore un petit moment. Est-ce qu'à midi, nous prenons le repas ensemble ? Je ne veux pas me lever. Oh, vous n'allez pas vous lever tout de suite, vous savez. Quand on sort d'un sommeil profond, et là, vous dormiez profondément. Pourquoi me tenez-vous la main ? Et vous, pourquoi me tenez-vous la mienne ? Le médecin est venu ? Oh, pas du tout. Je suis là. Je suis rentré tout à l'heure, vous étiez allongé, vous dormiez. Il n'y a rien eu. Mais que voulez-vous qu'il y ait eu ? Je ne sais pas. Où est-ce que je suis ? Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Vous êtes dans une chambre, dans une pièce, tout seul, avec votre poste d'un côté, moi devant vous, dans un lit. La fenêtre est à côté de vous. On voit les branches. Il y a un petit peu de soleil. On pourrait presque sortir faire quelques pas dehors. Et normalement, dans moins de 30 minutes, nous pouvons passer à table. Et je crois qu'à midi, il y a du goulash. Moi, j'aime assez ça. Et vous ? Ça dépend. Ça dépend comment il est fait, mais je peux vous dire qu'il est bien fait ici. On verra. Il y a une entrée. C'est un pamplemousse. Ça vous dit quelque chose, le pamplemousse ? Je ne peux pas le couper, mais moi, je vais vous le couper. Et si je n'étais pas là, quelqu'un vous le couperait. Ouais. Et puis, je crois qu'à la fin, il doit y avoir un gâteau et peut-être un petit bout de fromage. Fromage, je n'en mange pas. Eh bien, un gâteau. Et puis peut-être un thé pour terminer, et moi un petit café, après quoi, je vous laisserai. Je rentrerai chez moi. J'irai voir Cécile et je pourrai dire à Cécile, j'ai vu ton père dormir, il dormait bien. Il n'a pas mauvaise mine, et on a pris un petit repas ensemble, et comme deux bons copains, c'était pas mal. Allez, vous allez vous lever maintenant. Allez, levez-vous. Venez, je vais vous aider. Je prenais Jules. Il avait maigri. Je mettais une main sous un bras, l'autre main de l'autre côté sous l'autre bras. Je l'aidais à se sortir, à s'asseoir d'abord. Ah, Freddy a 90 ans. Le corps, vous ne pouvez pas savoir. Ah, c'est dur, le corps est raide. Puis il est lourd, peut-être. On ne peut plus se faire obéir par son corps.
On dirait que la tête est accrochée à autre chose que sur le corps. Arrivé dans cet état-là. Là, je vous arrête, Jules. Vous n'êtes pas dans un état. Beaucoup de gens aimeraient être comme vous êtes. Mais par contre, qu'à 90 ans, porter son corps, ça soit encore difficile. Là, je veux bien vous croire. Je peux vous dire que même moi, quelquefois, j'ai à peu près 60 ans. Porter mon corps, beau. Tout à l'heure, ça pèse. Alors j'imagine bien que 30 ans de plus. Qu'est-ce que je serais dans 30 ans? Est-ce que je dessinerai encore? Je vous pose une question avant qu'on aille manger. Vous croyez que je dessinerai encore à 90 ans? Je crois pas. À 90 ans, on dessine pas. Je sais pas, moi, monsieur. Un musicien à 90 ans, vous croyez que ça joue encore? Je sais pas. Ah, si. Si. Rubinstein. Il a joué très tard. Ah, vous avez raison. Rubinstein, il a joué très tard. Il y en a un autre qui a joué très tard. Vous l'avez déjà vu, Rubinstein? Ouais. Vous aimiez ça? Ouais. Le frère de Rubinstein connaissait Cécile. Tiens, je savais pas. Et vous aimiez comme Rubinstein jouait? Oui. Vous aimiez Chopin alors? Beaucoup. Tiens, moi aussi j'aime Chopin. Et je peux vous dire que Cécile, je peux vous dire raffole de Chopin, mais aime énormément Chopin. Ah, quand c'est bien joué, c'est beau. Mais aujourd'hui, vous savez, moi, Chopin. Oui, mais vous vous souvenez quand même de ça. Il y en a un autre, très vieux, qui a joué. Qui? Cherchez. Oh, je connais pas les musiciens. Bah si, puisque vous connaissez Rubinstein. Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Parce qu'il parlait yiddish aussi. Puis s'il avait été là dans la pièce, vous n'auriez pas voulu parler yiddish. Ah, avec Rubinstein, ça aurait été différent. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas un Rubinstein ici dans la pension? Si ça se trouve, il y a quelqu'un d'aussi bien que Rubinstein. Alors l'autre qui a joué très tard, ça vous dit rien? Qui jouait du violoncelle? Non. Le violoncelle, c'est le grand, oui, c'est très grand. On met ça par terre, entre ses genoux, on tient sur le bras et puis hop, avec le bras droit, vas-y que je frotte. C'est magnifique. Eh ben c'était un violoncelliste. Ça vous dit rien, ça? Ça vous met pas sur la route? Il a jamais voulu revenir dans son pays. Ça vous dit rien non plus? Cherchez. Ah, vous en avez entendu parler. Ça, j'en suis sûr. Non? Non. Il n'était pas français. Oh non, je sais pas. Qui c'est? Il était de Russie? Non, pas du tout. Il était d'un pays latin. Et il n'était pas français? Non, je sais pas. Alors s'il était des pays latins, il était italien? Non. Alors espagnol? Ouais. Ah non, je vois pas. Ah, je connais pas du tout. Je me suis jamais beaucoup intéressé à la musique, puis aujourd'hui je suis si fatigué. Eh ben je vais vous le dire, puis vous allez dire, ah ouais. Alors on y va, si vous voulez. Pablo Casals. Pablo Casals. Ouais. Ah oui, ça j'ai su. C'était un homme courageux, tout à fait. Et il jouait bien. Ah, il jouait remarquablement bien. Je l'ai jamais entendu. Ah bah c'est dommage. Il jouait superbement. Il jouait Chopin? Non, pour le violoncelle, il n'y a pas de Chopin. Mais il jouait Bach, il jouait Schumann, il jouait Schubert. Ah oui, il jouait que c'était superbe. Puis il jouait des pièces beaucoup plus anciennes aussi. Oui. Ah oui, mais il est mort très loin. Oui. Il est mort au Brésil. Ah, c'est ça. C'est pas lui qui s'était marié à la fin de sa vie. Oui. Ah, ça, vous vous en souvenez. Il s'était marié avec une de ses élèves, qui était devenue sa collaboratrice, son amie, enfin voilà quoi. Il s'était marié, il avait 80 ans, je crois, ou 85 ans, enfin. D'un très joli couple, parce que c'était un couple de purs musiciens. Ils ne s'étaient pas mariés par amour mutuel, ils s'étaient mariés par un mutuel amour pour la musique. C'est merveilleux, ça. Ah, s'il avait été plus jeune et qu'il les rencontrait, il y aurait certainement eu un amour affectif, sensuel sans doute. Il avait dû être très beau. Eh bien, voyez-vous,
Je crois qu'il est mort vers 94 ans. Hein. Puis j'en connais un autre encore. Non, non, vous avez encore de bonnes années devant vous, mais vous n'aurez pas le temps d'apprendre un instrument de musique. Ah, vous moquez pas de moi, mais je ne me moque pas de vous. Je vous dis comme ça que, bah voilà, on va aller manger maintenant. Encore 5 minutes et puis il va falloir qu'on s'approche de la salle à manger. Est-ce que vous avez faim? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de penser à Bara? Ça va bien, Bara? Ça va très bien. Et à Zaza? Ah, Zaza, c'est sa fille, la jeune. Ouh, elle était folle, celle-là. Ah bah, elle était folle parce qu'elle était jeune. Un petit peu moins jeune, un petit peu plus calme. Ça saute toujours beaucoup. Vous souvenez-vous le jour où vous avez fait une pirouette par terre parce qu'il y en a une qui est venue sur vous puis qui vous a mis les 2 pattes sur la poitrine? Ouais. Et vous vous êtes relevé, mais comme un petit lapin. Ah bah monsieur, si on n'a rien de cassé, il faut se relever tout de suite. Bah oui, bah vous avez pu le faire. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Quand j'aurai 90 ans, je dessinerai encore? Bah je sais pas, monsieur. Si vous avez des bons yeux, oui. Oui, des bons yeux puis une bonne main encore, oui. Donc vous pourriez lire encore. J'en suis certain. Vous n'avez pas, bon, vous avez les yeux vraiment très fatigués, mais avec la paire de lunettes que vous avez maintenant, vous pourriez lire. Moi, je vois là, il y a tous les journaux qui s'entassent, là. Pourquoi ne les lisez-vous pas? Surtout qu'il y a des journaux yiddish. Hein. J'ai continué à vous abonner avec Cécile à votre journal yiddish. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Faut pas vous renfermer à ce point. Ici, au contraire, le moment serait venu de ouvrir un petit peu à l'extérieur. Pas beaucoup. Vous allez me redire tout de suite, à 90 ans, non seulement on ne peut pas porter son corps, mais on peut peut-être pas porter sa voix. Alors, mais on devrait pouvoir échanger un peu avec les autres. À table, les gens qui sont autour de vous, vous leur parlez? Non. Mais eux, entre eux, ils se parlent? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous fermez-vous là? Venez, c'est l'heure. On va aller manger. Venez. On a suivi un grand couloir, on est arrivé dans la salle à manger. Hommes et femmes étaient là. On parlait russe, allemand, yiddish. Une femme m'a dit bonjour, je lui ai renvoyé son bonjour. Jules m'a dit, c'est la femme avec qui quelquefois je sors. Ah, très bien. Bonjour, madame. On est arrivé à sa table. J'ai salué les personnes qui étaient. 2 femmes, 2 hommes. Jules d'un côté, moi de l'autre. Je leur ai serré la main. Je leur ai dit, je suis le gendre de monsieur Remsas. Vous parlez le français? Un homme parlait le français. Et vous, vous avez compris ce que j'ai dit? Il m'a dit, Neschwarstein. Je lui ai dit, je ne parle pas l'allemand. Enfin, très peu. Je suis de la famille de monsieur Remsas. Ah, ya. J'ai dit à Jules, d'où est-il? Je ne sais pas. Mais demandez-lui, vous parlez l'allemand. Demandez-le pour moi. Je voudrais savoir d'où est-il, cet homme. Alors l'homme qui était en face de moi, qui était à côté de moi, s'est penché et m'a dit, il parle l'allemand, mais il parle aussi le polonais. Ah ben alors il doit parler aussi le yiddish. Ah oui, sans doute. Il faut faire parler mon beau-père. Je suis devenu entremetteur. J'allais de l'un à l'autre, je voulais marier des hommes entre eux avec la langue. Jules restait le nez planté dans son assiette, mangeant son pamplemousse et commençant ensuite à attaquer son goulash. Je lui ai dit, c'est bon, oui. Et si vous demandiez à votre voisin si ça lui plaît, faites-le pour moi, en yiddish, une seule fois. Je peux pas. J'ai insisté avec mon voisin. Il ne vous parle jamais, jamais. Il ne parle qu'avec la femme qui est là-bas. Oui, c'est déjà pas mal. Mais enfin. Et quand vous sortez, vous ne l'emmenez pas. Bah non. Et lui, s'il sort, c'est seulement avec cette femme. Oui, c'est dommage. Et le soir, quand vous avez fini votre repas, qu'est-ce que vous faites? Le soir, on se réunit, on fait des petites tables, et puis on parle, et puis on dort. Ah, vous savez, quand on est vieux, c'est tout changé. Oui, je m'en doute. Il me disait tout à l'heure, 90 ans. Oh, il y a beaucoup plus vieux que ça ici.
Celui que vous voyez là-bas, il a 96. Il est encore assez valide. Il faut l'aider parce qu'il voit de moins en moins bien. Mais même quand on a 80, ça pèse. Bien sûr que ça pèse. Mais si vous permettez, vous pensez encore à votre vie? Oui. Vous avez conservé pour ces pensées-là le meilleur ou le moins bien? Ah, je n'ai pas fait le choix, monsieur. Donc, vous pensez à ce qui a été difficile et à ce qui a été plaisant, agréable, je ne sais pas comment vous dire. Ce qui vous a rempli un peu plus. C'est comme ça que vous faites. C'est comme une loterie, ça sort tout seul, ou bien vous allez vous pêcher ça là-dedans. Je pense à ma femme. Je pense aussi à mes frères. Mes parents, c'est très loin maintenant. C'était excessivement loin. Oui, mais vous vous souvenez quand même de votre père et de votre mère? Oui, je me souviens précisément d'une photographie de votre père et de votre mère. Oui. Vous êtes juif, monsieur? Oui. Et vous ne parlez pas le yiddish? Très peu. Chez vous, on ne parlait pas le yiddish? Très peu, monsieur. Vous êtes de quelle région? Vous êtes né en France? Oui. Vous avez pu passer à travers la tourmente? Oui, moi oui. Les miens, non. Ah, c'est ça. Et pourquoi ne parlait-on pas le yiddish chez vous? Parce que on m'a fait faire des études, je suis devenu ingénieur. Mon père aussi avait fait des études. Et ma mère était chimiste. Et dans ma famille, ils avaient voulu, comme on disait, s'assimiler. Et tout ce qui était juif avait été tenu un peu à l'écart. Nous respections les fêtes importantes. Nous savions que ça existait, nous savions à quoi elles correspondaient. Voilà la raison pour laquelle je ne parle pas le yiddish. Enfin, vous devez bien un peu le parler. Très très peu. Je ne pourrais pas parler yiddish, même avec votre beau-père. Mais en français, je pourrais très bien parler. C'est dommage, j'aurais aimé que mon beau-père parle avec vous. C'est dommage pour moi aussi, je le regrette, car il est peut-être quelqu'un de cultivé. Ah, il est quelqu'un de très cultivé. Malheureusement, il n'utilisa jamais sa culture. C'est dommage. Il aurait pu vous réciter Pouchkine en russe, même si vous n'aviez pas compris. Ce qui est mon cas. J'aimais beaucoup l'entendre réciter Pouchkine en russe. C'était un des plaisirs quand je le voyais et qu'il acceptait. C'est très beau, Pouchkine. Ça tombe, ça coule, ça roule, ça s'élève, ça devient fort, on dirait que ça tonne, et puis après, ça rechute et ça chuchote. Et puis dites par mon beau-père, je crois qu'il a une prononciation excellente. En allemand, c'est pareil. Il connaissait beaucoup de langues. 7 langues, m'a-t-il dit. Ah oui, les langues nordiques. Plus le yiddish, plus le français. Il parle couramment le français et l'écrivait remarquablement. Mais oui. Et là, il s'est un peu fermé. Et nous pensions, sa fille et moi, qu'en étant au milieu de personnes, disons, de sa religion, même il n'était pas très croyant, il n'était même pas pratiquant du tout, mais enfin, disons, des rites et des règles de la communauté juive, plus sa culture, il aurait bien fini par rencontrer quelqu'un, plus la multitude de langues, aurait fait que de vivre solitairement dans une maison où c'est une communauté, il aurait pu faire en sorte que ce temps qui reste à vivre ne soit pas aussi silencieux, enfermé, un peu triste quand même. Vous ne trouvez pas? Ah, je parle beaucoup, je rencontre les gens, j'essaye même de rendre des services aux personnes qui ne peuvent pas sortir. Il faut jusqu'au bout se maintenir, sinon c'est l'hôpital qui nous avale et on n'en revient jamais. Il faut donc rester ici.
Il faut bien se nourrir, ne pas trop voir le médecin. Il y a quelque chose à construire, vous savez. Vieillir, c'est aussi un art. Je crois que vous avez raison. Vous lisez quoi alors? Il y a peu de livres dans la bibliothèque, en français et sans prétention qui puissent m'intéresser. Qu'est-ce que vous aimeriez lire? Oh, j'ai lu beaucoup. Dans le temps, j'ai lu... Oh, il y a 30 ans, 40 ans. Je lisais dans les auteurs français Duhamel, Mauriac, Mauroy, Martin Dugard. J'ai lu aussi... J'ai lu Proust. J'ai lu Gide. Je ne lisais pas tellement la poésie. J'ai lu un peu Valéry quand c'était en prose. Ça me convenait beaucoup. Mais j'ai un esprit, enfin j'avais un esprit un peu mathématique. Alors il y avait une rigueur. J'avais besoin d'une construction dans ce que je lisais. Ce qui fait que je suis passé loin de certains auteurs. Et que l'on me disait c'est dommage, c'est dommage. Sans doute que c'était dommage. Vous vous êtes arrêté à ceux que vous avez nommés, des auteurs plus proches de nous, plus contemporains. Oh monsieur, depuis 1940, je ne lis plus. Enfin, j'ai relu quelques livres, mais non, j'ai cessé de lire les auteurs qui étaient imprimés à partir de 1940 ou 45. Non, je ne suis plus du tout au courant, dans le bain, comme on dit. Oui, je ne suis plus dans le bain. Mais au fur et à mesure qu'on s'avance, on relit, on pense un peu, il faut continuer à penser. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut continuer à penser, à parler, à écouter. Il faut faire attention à ce qu'on écoute parce que à notre âge, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses inintéressantes et on devient soi-même inintéressé. Vous comprenez ça? Alors il faut choisir un peu. Et ici, vous arrivez à choisir. Oui, il y a 2 ou 3 personnes avec qui nous pouvons échanger beaucoup de choses. Et même, le hasard fait qu'une de ces personnes, qui est une femme qui est là-bas, mais il faut la conduire parce qu'elle a des jambes en très mauvais état. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Et je crois qu'elle a l'âge de votre beau-père. Elle a des jambes énormes, la pauvre femme souffre. Mais elle continue à lire. Elle se rappelle ce qu'elle avait lu il y a très longtemps. Et c'est très intéressant. Elle se rappelle, elle nous dit ce qu'elle a lu. Et on retrouve avec elle cette histoire-là. Et ce sont toujours des histoires intéressantes. Elle vous dit l'auteur? Elle a dit l'auteur. Je devrais pouvoir m'en souvenir. Mais voilà. À mon âge, la mémoire aussi, il faudrait pouvoir bien la porter. Et je ne peux pas l'empêcher. La mémoire, ça... À mon avis, c'est quelque chose de liquide ici dans notre crâne, la mémoire. Et elle peut s'écouler. Et la mienne, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais j'ai des pertes de mémoire. Ça commence et je le note. Je remarque. J'ai voulu en parler avec le médecin et il m'a dit « On ne peut pas faire grand-chose ». Il m'a seulement conseillé de continuer à beaucoup parler, si je le peux d'écrire des lettres à des personnes. Et pas des lettres courtes, et pas des lettres simples, des lettres qui donnent des détails. Ce qui fait que l'on conserve les mots très longtemps, paraît-il. J'ai beaucoup envie de conserver très longtemps les mots. Je crois que il va falloir accompagner votre beau-père. Il a l'air de s'endormir. J'ai été extrêmement heureux de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir, cher monsieur. Mais j'ai été très content de vous entendre, vous savez. D'une certaine façon, vous m'avez beaucoup apporté. Mais si, quel âge avez-vous? Oh, je suis jeune à côté de vous. J'ai 60 ans.
Eh bien, je vous souhaite de conserver le plus loin possible la vivacité. Les jambes, oui, mais les jambes, c'est quand même moins important que la tête. Et de bien faire attention que la mémoire ne s'écoule pas. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu radoté. Pas du tout. Je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne après-midi, oui. Et vous aussi, et... Vous habitez Paris, non? Non, non, j'habite dans le centre de la France. Ah, faites un bon voyage. Vous voyagez comment? Je voyage en train. Vous mettez combien de temps? Ah, ça vous intéresse? Oui, oui. Eh bien, je pars de la gare d'Austerlitz. 2 heures après, je suis à la gare de Châteauroux. Et j'ai 3/4 d'heure de voiture à faire pour arriver chez moi. Vous êtes dans une ville? Non, pas du tout. Dans un village? Encore moins. Tout à fait isolé, oui. C'est très mauvais. Ah, j'ai essayé, moi, de vivre de façon isolée. C'était très mauvais. Je perdais. Je perdais le contact, je perdais la parole, la conversation. Je rencontrais de moins en moins de gens. Je me parlais de plus en plus. C'est extrêmement mauvais de se parler de plus en plus.